Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro d'Economia, la toute nouvelle émission d'Asholouk News dédiée au monde de l'économie et de l'entreprise. Pour ce premier numéro, nous vous proposons de décrypter les dernières réformes engagées par l'exécutif pour tenter de conjurer la crise. Des réformes pas toujours audibles et dont il nous faut nous efforcer chaque jour d'en deviner les codes. Nous verrons d'ailleurs que de ces tentatives de réforme sont nées de belles confusions, allant jusqu'à déclencher des incompréhensions, voire des indignations et même de véritables controverses au plus haut niveau politique. Qui aurait dit d'ailleurs à ce propos que le droit de préemption, censé être un instrument juridique somme toute banal à la discrétion de l'administration publique et destiné à sanctionner des minorisations de valeur lors de transactions commerciales, immobilières ou boursières, devienne aujourd'hui l'objet d'une controverse politique et politicienne de premier plan où la souveraineté nationale, dans son absolu, est disputée par les uns et les autres. Considérons aussi ces frêles et récentes tentatives de clarification quant au nouveau régime des importations par le ministre du Commerce qui ne sont pas pour rassurer, d'autant qu'après avoir lancé un pavé dans la mare ambiante, ce même ministre apporte dès le lendemain un démenti à ses propres propos, pourtant très clairs la veille sur les ondes de la radio nationale. Ajoutez-y la volonté manifestée et à demi-mot par certains de vouloir regoûter aux délices de l'endettement extérieur pour achever des projets de travaux publics d'envergure majeure et vous aurez une idée du climat qu'on nous propose alors même que la crise continue de s'installer et que les plus belles projections des institutions financières internationales ne voient pas le prix du pétrole redresser la tête tout au long de 2016. Pour évoquer tout cela et bien plus, j'ai invité 4 personnalités du monde économique qui nous font l'honneur d'être avec nous et que je vous présente tout de suite. Nabil Mellah, vous êtes le directeur général des laboratoires Mérinal, une entreprise pharmaceutique productrice et même exportatrice en Afrique subsaharienne. Avec 50 millions de boîtes distribuées annuellement, vous représentez aujourd'hui quelques 8% du marché du médicament. Fort d'un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, vous menez là une belle aventure entrepreneuriale et vous aimez à dire que c'est pour vous d'abord et avant tout une belle aventure humaine que vous menez avec vos 650 employés qui vous font fierté. Vous êtes un revendicatif aussi émérite. Vous avez été l'ancien président de l'UNOP, l'Union des opérateurs pharmaceutiques. Vous êtes très apprécié des médias et du grand public pour ne pas avoir, le moins qu'on puisse dire, la langue dans votre poche. Vous êtes quelqu'un qui dérangeait souvent, et beaucoup se demandent d'ailleurs si vous n'avez pas un petit côté masochiste qui contribuerait à alimenter le blocage de certains de vos projets. Salaheddine Abdesmed, vous êtes le vice-président du Forum des chefs d'entreprise, une organisation qui ne ménage pas d'efforts sous sa nouvelle présidence, puisqu'il ne se passe pas un jour sans que nous vous voyions, vous et vos pairs, déployés à travers l'Algérie et le monde, de véritables gageurs pour dynamiser la relation entrepreneuriale et tenter de huiler les circuits d'affaires, fort d'une relation très privilégiée avec les pouvoirs publics, que certains de vos contradicteurs trouvent toutefois anormale, inappropriée, voire monstrueuse. À titre personnel, vous êtes ce que j'appelle un entrepreneur démocrate et qui fait de vous l'un des porte-parole appréciés du FCE, notamment par les médias, pour votre sens de la communication indispensable au dénouement des imbroglios. Farid Bournani, vous êtes expert international en ingénierie financière et les milieux économiques vous connaissent bien pour avoir animé des projets d'envergure pour des compagnies de renom, parmi lesquelles nous pouvons citer Cévital ou Société Générale Algérie. Les questions financières restent votre domaine de prédilection et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que vous soyez parmi nous ce soir, ce dont je vous remercie. Enfin, Ahmed Lateb, vous êtes le directeur associé chez Ernst & Young et vous dirigez le bureau d'Alger de cette multinationale de l'audit des entreprises. Votre parcours professionnel vous a forgé une stature d'expert industriel et de conseiller en management. Vous êtes en Algérie pour accompagner le développement de belles références économiques, publiques et privées, en dépit d'un climat des affaires qui n'est pas au mieux de sa forme. Vous nous direz dans quelques instants si cela rend votre mission plus difficile à remplir. Voilà, et pour introduire le débat, intéressons-nous d'abord à cette notion de droit de préemption et écoutons à ce sujet l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, qui est interrogée par Khaled Drarni. Tout est pris en son nom. Par exemple, l'abandon du droit de préemption de l'État sur les opérations à l'international. Peut-être que le président a changé d'avis, qu'il a évolué. Impossible. Pourquoi impossible ?
Je suis tenue à l'obligation de réserve, mais tous les Algériens ont suivi à travers la presse l'épisode de Sawaris quand il a vendu ses parts sur Jay-Z à l'international. Eh bien, celui qui a donné l'ordre pour que l'Algérie exerce son droit de préemption, c'était le président de la République. Le président de la République, sous l'autorité duquel j'ai eu l'honneur de travailler pendant 12 ans et d'appliquer son programme, parce que le gouvernement n'a pas de programme, un plan d'action en application du programme du président. Eh bien, ce président-là installe le respect du droit de préemption de l'État parmi les choses sacrées. Donc, remettre en cause cela à l'international, et je rappelle que Jay-Z, l'affaire Jay-Z, si l'État n'avait pas exercé son droit de préemption, donc si le président Bouteflika n'avait pas agi immédiatement, nous aurions été dans une situation très dangereuse parce que l'acquéreur, celui qui s'est présenté pour acquérir les parts de M. Sawaris, était quelqu'un et une entreprise qui aurait posé d'énormes problèmes à l'Algérie. Donc, ça veut dire qu'un article se retrouve aujourd'hui dans un projet de loi qui remette en cause ce principe. Personnellement, mais je ne suis pas la seule, les 19 déclarent cela ne ressemble ni à l'éthique de M. Abdelaziz Bouteflika, ni à ses principes, ni à sa pratique de président. Et à partir de là, nous voulons le rencontrer. Farid Bournani, pourquoi le droit de préemption pose-t-il autant de problèmes? Et est-ce que les propos de la ministre de la Culture sont justes? Parce que je crois savoir que pour Jay-Z, il n'a pas été question de droit de préemption. Bon, il y a sans doute un peu de confusion chez les uns et les autres. Écoutez, on va revenir à des choses très simples. Un droit de préemption est un droit légal ou contractuel accordé à des personnes privées ou publiques d'acquérir par priorité un bien d'une autre personne, dès lors que celui-ci décide de vendre. De ce fait, le droit de préemption ne peut s'exercer qu'à l'égard d'un acheteur, jamais plutôt d'un vendeur, jamais d'un acheteur. Et que je sache, dans le dossier dont Madame la Ministre a parlé, il n'y a pas eu ce type d'exercice, puisque la négociation s'est faite avec le nouveau propriétaire, elle s'est faite de gré à gré, et la solution trouvée est une solution qui a agréé l'ensemble des trois parties. Et faire endosser au droit de préemption des objectifs qui ne sont pas les siens pourrait même devenir dangereux. Ça signifie qu'il s'agirait simplement d'un instrument que l'on use lorsqu'on est en situation conflictuelle, et ce n'est pas le cas. Maintenant, le droit de préemption, il existe dans tous les pays. Dans tous les pays, le droit de préemption existe à la fois pour un État, mais également, tout bonnement, quand deux associés sont propriétaires d'une entreprise, si l'un des associés décide de vendre, il revient à son co-associé de se prononcer. Veut-il racheter ou veut-il laisser vendre? En Algérie, il conviendrait de manier le droit de préemption légal avec justesse et parcimonie. Pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, mais on l'a toujours répété. L'État doit d'abord identifier les secteurs qu'il considère comme nécessaires pour sa souveraineté. Alors derrière souveraineté, il faut dire est-ce que c'est de la sécurité, du développement stratégique de son économie. Mais si on ne fait pas ce travail, on peut mettre du droit de préemption à toutes les sauces, voire même régler des conflits ou... Alors, officiellement, le droit de préemption est censé être exercé dès lors qu'il y a une tentative de minoriser la valeur de la transaction. Mais alors, est-ce que c'est de cela dont il s'agit ou est-ce qu'il s'agit toujours d'une démarche stratégique? C'est la stratégie, en fait, qui nous intéresse ou est-ce que c'est purement un objectif purement financier pour l'État d'intervenir? Il y a un certain nombre de pays, comme le disait, qui exercent ce droit. Donc, il existe un peu partout. Ça nous rappelle un épisode qui se passe quand même dans la plus grande économie du monde aux États-Unis, quand
les ports de Dubaï voulaient acquérir un port aux États-Unis, les États-Unis, le gouvernement américain se sont opposés à cette transaction et il y a des exemples un peu partout. Aujourd'hui, je pense que c'est une polémique stérile qui aujourd'hui nous éloigne vraiment des véritables enjeux aujourd'hui et défis. Parce que si on va faire jouer à ce droit de préemption le rôle derrière avec un sous-jacent de souveraineté, très sincèrement, je pense que cette disposition n'est pas faite pour cela. La souveraineté s'exerce par beaucoup d'autres mécanismes en dehors du droit de préemption. Donc, très sincèrement, c'est un dispositif qui existe dans beaucoup de pays. Il peut être exercé au niveau d'un État ou au niveau privé, hein, dans une entreprise. Et donc, faire tout cela autour d'un projet qui n'est pas encore public, parce que dans notre point de vue, on n'a pas encore vu le projet définitif voilà, du nouveau projet de loi d'investissement. En fait, il s'agirait d'un mécanisme de levée du droit de préemption pour les investisseurs étrangers au niveau du système boursier. Et ce serait quelque chose qui serait destiné à favoriser l'incitation à la bourse. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a lu le texte? J'ai pas lu le texte. En revanche, si c'est l'arrière-pensée, il est clair qu'il se trompe vraiment. Et pour en revenir au discours de Madame Toumi, je pense qu'en fait, le droit de préemption est un prétexte. C'est un prétexte qu'ont utilisé le groupe de 19 pour poser une autre question. D'ailleurs, Madame Toumi le dit bien, tout est fait en son nom. Pour revenir au droit de préemption, pour la bourse, ce qui freine aujourd'hui la bourse, ce n'est absolument pas ce type de problème, bien que ça devrait en être un, c'est l'environnement général dans lequel évolue le pays. Sans visibilité, sans stabilité, les multinationales peuvent s'adapter à tout. En revanche, elles ont besoin d'un cadre qui leur permette de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, sur tous les secteurs, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Donc, comme l'a dit M. Abdesmod, à mon avis, c'est une polémique inutile. Farid Bournani. Oui, je souhaite ajouter qu'en Algérie, le droit de préemption légal tel qu'il a été instauré concerne les opérations dans lesquelles ou un acteur algérien décide de vendre un actif à un étranger, ou bien un étranger souhaite vendre un actif, qu'il soit algérien ou étranger. Le projet dont on parle a considéré que, comme nous souhaitons développer le marché boursier, si l'étranger souhaite vendre un actif, mais par le biais de la bourse d'Alger, à ce moment-là, l'État n'aurait pas cette option. Parce qu'il ne s'agit que d'une option. L'objectif n'est pas de l'exercer. Et j'irai même plus loin. Par exception, il ne faudrait pratiquement jamais le faire, sauf exception. Parce que les méfaits du droit de préemption, nous arriverions à une situation absurde qui est d'acheter en dinars convertibles un actif que j'ai déjà sur mon territoire. En cela, ça devient des IDE. Les IDE, ce sont les investissements directs étrangers. Là, ça devient des montants qui sortent du pays et non pas des montants qui rentrent dans le pays. On a vu aussi, sur un autre plan, l'État bloquer une tentative de transaction. Une tentative de transaction en matière de jus, notamment une société donc un actionnaire qui était détenteur d'actions dans une société, une compagnie qui fabrique du jus, qui voulait vendre 15% des actions, dont il détenait au groupe Cévital d'ailleurs. Et ça a été bloqué. Alors, c'est pour ça que parfois on ne comprend pas. On ne voit pas où est la stratégie de l'État dans la matière. Monsieur Lateb, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, je crois que tout ce qu'on vient de citer ici, la majorité des Algériens et des entrepreneurs, en fait, ce n'est pas leur préoccupation. Je pense que la maison brûle, on peut le dire comme ça, et là, on pointe des sujets qui sont techniques, qui sont à la marge. Ce n'est vraiment pas le sujet. Et à partir du moment, effectivement, où on n'a pas de stratégie, on n'a pas décidé d'opter pour l'économie ouverte et une économie de marché, on arrive à ces jeux, j'allais dire, politiciens, qui évidemment n'arrangent pas l'image de l'Algérie, puisque, encore une fois, on est quand même vu, les investisseurs regardent ce que fait l'Algérie, et ça donne une image de confusion totale. C'est-à-dire qu'on utilise des arguments pour ne pas regarder le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, comme vous dites, c'est quelle est la stratégie industrielle du pays,
Quelle est la stratégie économique? Comment fait-on pour sortir du marasme dans lequel on est? Et c'est ça qui est dommage. C'est ces débats-là à la marge qui ne servent pratiquement personne. Donc voilà, le droit de préemption en tout cas a fait l'actualité cette semaine, donc faux prétexte pour peut-être des objectifs politiques. Nous allons évoquer un deuxième pavé qui a été lancé cette fois par le ministre du Commerce. Écoutons d'abord le ministre du Commerce. Le phénomène des transferts illicites, c'est un phénomène, j'allais dire, que connaissent quasiment tous les pays en développement. On rend responsable de ces transferts illicites généralement les entreprises étrangères. Chez nous, les entreprises étrangères sont moins impliquées dans ces transferts. C'est souvent les nationaux qui sont impliqués dans ces transferts. C'est des gens qui ont créé des sociétés écrans, qui finalement, c'est eux-mêmes qui déterminent le prix du vendeur. Ils sont vendeurs et acheteurs en même temps, et donc ils sont rendus coupables de ces transferts, qui, de mon point de vue, c'est des transferts qui ont pris une ampleur inquiétante. C'est-à-dire quand vous comparez le coût des importations à la valeur réelle des importations, le coût il est presque de l'ordre de 30%. Si vous prenez le volume global des importations, le coût, 30%, ça vous donne le montant plus ou moins exact des transferts qui sont organisés chaque année. Je voudrais simplement préciser qu'à travers mes propos, qu'on ne pense pas que je suis en train de diaboliser les importateurs ou diaboliser la fonction commerciale. La fonction commerciale est une fonction économique utile. Les importateurs jouent un rôle économique utile, sauf que, et d'ailleurs, tous les Algériens qui aujourd'hui ont 26 ans et plus gardent en mémoire les pénuries cycliques qu'on connaissait et qui affectaient les produits de première nécessité de large consommation. Je crois qu'on a mis fin à ces pénuries cycliques grâce à l'ouverture de notre commerce, grâce à la démonopolisation et grâce surtout aux nombreux importateurs qui se sont installés dans le commerce extérieur pour approvisionner le marché. Sur le plan de la qualité, il y a beaucoup de mouvements. Tout le monde constate qu'il y a des produits sur le marché qui très souvent ne sont pas conformes parce que les importations sont réalisées dans des conditions qui doivent être améliorées pour éviter que de tels produits soient déversés sur notre marché. Donc il y a un problème de contrôle de conformité. Et parmi les mesures qui sont prises de contrôle aux frontières, c'est pour rationaliser les importations. Et si nous devons empêcher que tels produits soient déversés sur le marché, c'est aussi une forme de rationaliser nos importations. Est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de retard? On a longtemps laissé faire. Je suis de cet avis. Voilà, Barty Belraïb, le ministre du Commerce, donc, qui s'exprimait sur les ondes de la radio nationale. Mais c'est à n'y rien comprendre, Monsieur Mellah. Je vais vous dire, déjà, je pense que d'un point de vue mathématique, lorsqu'on prend les chiffres mathématiques qu'il a avancés, il est clair qu'il y a une erreur dans les chiffres qu'il a annoncés. Sinon, ça voudrait dire que même le secteur public, lorsqu'il importe, surfacture. Puisque 20 milliards sur 60 milliards, ça fait quand même beaucoup. Et une grosse partie des importations sont faites par... Moi, ce qui m'a intéressé le plus, ça, on va dire c'est un dérapage, c'est rien d'important. Ce qui m'a intéressé le plus, en revanche, c'est une autre déclaration du ministre du Commerce qui nous a dit que la mise en place du Crédoc était un crime économique. Ça m'intéresse grandement pour deux raisons. La première, c'est que j'aurais aimé que d'autres le disent à l'époque. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à maintenir un crime économique en réduisant les délais fournisseurs offerts aux locaux, qu'ils soient industriels ou importateurs. Donc aujourd'hui, c'est symptomatique. Est-ce que vous pouvez rappeler quel est le principe de la lettre de crédit documentaire? Aujourd'hui, lorsque vous achetez, en fait, le crédit documentaire, c'est pratiquement un achat par avance. Ça veut dire que vous devez pratiquement financer vos importations ou mettre en place une ligne de crédit qui vous coûte de l'argent, etc. Ça a été enlevé pour les producteurs. En revanche, aujourd'hui, il y a une limitation du délai de paiement de notre fournisseur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 59 jours. Notre sous-directeur financier, qui a à peine 32 ans, quand il voit que l'État donne instruction aux banques de réduire le délai fournisseur à 59 jours, ça veut dire qu'on augmente les frais financiers des entreprises algériennes et on diminue les frais financiers des entreprises
étrangères, en sachant que ça a un effet inflationniste, parce que ces frais financiers que l'entreprise algérienne paye, elle les met dans le prix, c'est obligatoire. Est-ce que l'objectif est d'aller justement vers l'inflation pour diminuer la consommation? À mon avis, il faudrait peut-être mieux cibler. On ne peut pas dire à un industriel pharmaceutique, tu dois payer à 59 jours. En revanche, s'ils veulent dire l'importateur de bonbons ou de trucs inutiles pour l'Algérie, s'ils veulent lui réduire à... En général, les mesures qu'ils prennent sont des mesures globales qui ont plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous aviez une fuite d'eau à la maison et votre solution, c'est de fermer le robinet d'arrêt. C'est vrai, vous n'avez plus de fuite d'eau. En revanche, vous allez avoir une foultitude de problèmes résultant de cette fermeture. Donc on est un petit peu dans l'absence, encore une fois, de stratégie, de réflexion, de discussion. Et vous savez, gérer un pays, c'est comme une partie d'échecs. Vous devez avoir 5, 6, 7, 8 coups d'avance. On a l'impression qu'ils en ont un d'avance. C'est malheureux. Farid Bronani, sur les importations, il les a quand même diabolisées. Il faut juste rappeler à la défense du ministre que le lendemain, il est revenu sur ses propos en disant qu'il ne s'agissait pas de 30% pour la globalité, même s'il avait l'air d'être très clair la veille, mais il s'agissait de prendre les quelques opérateurs à l'importation qui étaient défaillants, qui, eux, dans la surfacturation, pouvaient prendre opérer des surfacturations de 30 à 200 ou 300%. Mais qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire que déjà avancer des chiffres, quels que soient les chiffres, si nous pouvions les déterminer avec certitude, on saurait y pallier parce que nous connaîtrions les sources. Maintenant, sur le sujet de Vous voulez dire qu'il est impossible au ministre d'en connaître les... Je ne donne pas plus de crédit à ces chiffres-là qu'à d'autres. Maintenant, sur le problème de la surfacturation, il faut revenir au sous-jacent qui lui permet d'exister. Le sous-jacent qui lui permet d'exister, c'est cette différence qui existe entre le cours de la Banque d'Algérie et puis le cours de l'informel. Parce que qui dit surfacturation, dit obtention de devises auprès de la Banque d'Algérie à un cours donné et ensuite récupérer le différentiel pour l'échanger en retour. Et c'est cette marge-là qui justifie l'importation de choses totalement inutiles. Maintenant, sur le débat des importations, il n'est pas question de stigmatiser ni les importateurs, parce que l'importation n'a de sens que parce qu'elle pallie les insuffisances et l'inexistence de produits et services locaux. Nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas dans des qualités acceptables par les consommateurs algériens. Donc nous les importons. L'autre perversité de la dualité entre deux cours de change en Algérie, je dis bien deux cours de change, et le deuxième, je ne l'appelle pas marché noir, je l'appelle cours libre de la devise en Algérie. Par définition, le cours libre est un cours qui est accepté par les acteurs. Le cours administré, lui, se situe en dessous. Donc, concrètement, toutes les importations que nous faisons sont subventionnées par un cours de la Banque d'Algérie. Si vous arrivez à mettre fin à cette situation-là, vous n'aurez plus de raison de surfacturer. Les individus ne vont pas se voler eux-mêmes et arbitrer contre la monnaie. Salah Eddine Abdesmed, vous êtes importateur et producteur. Vous importez vos intrants? J'importe mes intrants, j'importe mes matières premières, bien vous entendu. Surfacturez? Pourquoi faire? Donc, vous n'avez pas besoin de surfacturer. Pourquoi faire facturer? Parce qu'aujourd'hui, alors, soit on veut bâtir une véritable industrie, une véritable entreprise, l'inscrire dans la durée, avoir une projection sur ces entreprises-là et avoir de la compétitivité pour son entreprise. Moi, sur la déclaration du ministre, je retiendrai la deuxième partie. On a besoin de l'importation. On a besoin des importateurs. Il n'y a pas une économie dans le monde aujourd'hui où il n'y a pas des acteurs qui assurent l'approvisionnement sur un certain nombre de biens et de services qui ne sont pas sûrs. On ne peut pas tout produire, même si on devait tout produire, on ne le pourrait pas. Donc, et la deuxième partie, il ne faut pas stigmatiser toute une population d'acteurs économiques qui sont les importateurs aujourd'hui. En revanche, il y a des lois, il faut les appliquer. Le ministre a parlé de la qualité, des normes, du contrôle. Qui est responsable de ces parties-là? Je crois que c'est les pouvoirs publics qui sont responsables aujourd'hui d'assurer la régularité de la compétition entre les différents acteurs économiques qui sont importateurs ou producteurs, l'application des normes et des contrôles aux frontières pour qu'in fine, toutes les parties soient sur le même pied d'égalité.
Je ne sais pas si vous avez suivi l'ensemble de la déclaration du ministre, mais on a l'impression que le ministère fait état de graves défaillances à tous les niveaux d'ailleurs du commerce, que ce soit l'importation, l'exportation, au niveau des commerces de rue. Et on a l'impression que le gouvernement est dépassé sur ce plan-là. Pas seulement. Oui. On a l'impression qu'il est dépassé sur beaucoup de plans. Hein. Vous prenez le foncier industriel. Ça fait des années qu'ils annoncent que... Moi, j'ai rencontré le ministre de la Santé, par exemple, qui m'a promis... J'ai même été jusqu'à dire à certains responsables, on a l'impression aujourd'hui que la bureaucratie est devenue plus puissante que le gouvernement. Ce qui est très grave et ce qui explique tout l'immobilisme. Donc, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Je voudrais juste compléter un peu ce qu'a dit M. Bournani par rapport à la surfacturation. Il y a un autre élément qui contribue à ça. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais aussi l'accès à la devise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, contrairement à d'autres pays, certains qui surfacturent pour avoir accès à l'euro. On est dans un pays où aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe, vous avez le droit à 125 € par an en tant qu'individu. Et tout le monde sait. C'est-à-dire que c'est une schizophrénie. Les agences de voyage vous vendent en dinars, l'État le sait, les agrès, normal. Et ensuite, tout le monde sait qu'ils payent leurs hôtels en devise avec le... À un moment, il faut arrêter d'accepter ce qui n'est pas... Qui pousse à entrer dans C'est-à-dire que c'est un l'illégalité. État... Vous avez vu les trois singes. C'est-à-dire l'État qui se ferme les yeux, il ferme les oreilles, il ferme la bouche. Non, il y a un problème. Réglons-le une fois pour toutes. On ne fait que retarder. Pourquoi ce problème, à votre avis? Parce qu'il est récurrent et il touche l'ensemble des secteurs. On revient aux politiques. Je vais juste rajouter, encore une fois, je vais être dans les généralités, puisque les deux intervenants, en fait, c'est le même problème pour moi. Selon moi, c'est le rôle de l'État. On n'a toujours pas accepté le fait que l'entrepreneur fasse de l'économie et l'État fasse de la régulation. L'État, il a les moyens aujourd'hui sur les surfacturations de contrôler. Tout à fait. C'est des règles qui sont d'ailleurs définies au niveau international. C'est les règles de l'OCDE. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. C'est une pratique connue mondialement. C'est qu'aujourd'hui, l'État peut contrôler les prix de transfert. Ils ont les prix, ils peuvent faire du benchmark, comparer des prix de référence. Je pense que c'est un faux débat, parce que dire que les entrepreneurs, c'est des voleurs, enfin, je résume un peu, je caricature, c'est nous faire revenir 20 ans en arrière, dans les années 90, quand un des premiers ministres célèbres à l'époque, qui a dit qu'il fallait pendre tous les entrepreneurs. Je reprends ses paroles. Donc là, on revient en arrière. Il faut que l'État sorte de la sphère économique. Elle n'a rien à y faire et surtout ce n'est pas son rôle. Par contre, renforcer son rôle de contrôle, s'il y a des surfacturations, et je pense qu'il y en a, il faut les condamner. Et il faut que l'État agisse en tant que régulateur. Mais là, on a l'impression qu'il y a un mélange des genres où l'État est à la fois acteur économique, est à la fois dicte la politique économique pour les entrepreneurs, pointe du doigt en fait les entrepreneurs, parce que les importateurs, c'est des gens qui prennent des risques. C'est pas non plus des... il le dit lui-même, s'il n'y avait pas d'importateurs, on aurait connu des crises, parce que ces gens-là stockent, distribuent, ils ont un rôle. Évidemment, ils ne sont pas tous peut-être... on va dire, ils ne suivent pas la réglementation, mais il faut faire très attention. Et nous n'avons jamais eu, dans notre pays, une réflexion sur le rôle de l'État. À partir du moment où l'État lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire, on arrive à ces déclarations, on arrive à ces aberrations qui nous font rajouter que de l'huile sur le feu, qui, je répète encore une fois, n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, j'espère qu'on va l'aborder, le sujet, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a une fuite où il y a le feu, il faut vraiment trouver des solutions pour s'en sortir rapidement. Et en tous les cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans les faits, concrètement, dans le budget qui vient d'être annoncé et dans les mesures que l'État souhaite prendre. Alors, Salah Eddine Abdessamad, vous qui êtes vice-président du FCE, au FCE, on débat tous les jours de ces choses-là. Vous regroupez la quasi-totalité des entreprises qui comptent dans ce pays. Ils ne sont peut-être pas, pour certaines, exemptes d'irrégularité au niveau de l'importation. Mais quelles sont justement ces projections, ces réflexions quant à la stratégie? Où c'est qu'on en est et de quoi discutez-vous quand vous êtes en face des gouvernants? Vous citiez dans votre introduction, le FCE aujourd'hui est fort surtout de la confiance de ces centaines d'entreprises qui nous manifestent tous les jours leur confiance, leur soutien. C'est ça la véritable force du FCE. C'est près de 1500 entreprises aujourd'hui et des dizaines qui renforcent nos rangs tous les jours. C'est ça la véritable force de
du FCE, c'est également dans toutes nos tournées, et on est en train de sillonner le pays d'est en ouest, c'est des entrepreneurs aujourd'hui qui viennent raconter leur situation, parfois extrêmement difficile. Monsieur Mellah a parlé du foncier. Aujourd'hui, le foncier est véritablement en train de détruire de la valeur en Algérie et surtout en train de faire reculer l'investissement. Mais en même temps, au même moment, on croise aussi et on trouve aujourd'hui des investisseurs qui se réveillent très tôt, qui travaillent énormément et qui réalisent de très belles choses. Aujourd'hui, il y a des investissements qui étaient impensables il y a quelques années en Algérie. Dans le pharmaceutique, aujourd'hui on a de véritables pôles pharmaceutiques en Algérie. Dans les matériaux de construction où on était importateur, on va devenir bientôt exportateur et des privés en réaliser des prouesses. Dans l'agroalimentaire et dans beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, le FCE tire sa force de cette dynamique. Et le FCE aussi, dans cette situation difficile, et vous avez raison, monsieur Lateb, où les enjeux sont extrêmement importants, la situation économique est difficile, grave. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une dynamique, on dit que c'est possible. L'Algérie a tous les moyens de décoller, d'avoir une véritable économie émergente, et nous avons les acteurs. Ce sont toutes ces femmes, ces hommes qui se lèvent très tôt, qui investissent et qui ont d'énormes problèmes aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fait bien les choses aujourd'hui en matière de stratégie économique? Ou quels sont les conseils que vous donnez au gouvernement? On ne donne pas des conseils, on fait des propositions au FCE. On n'a pas à donner des conseils. Nous, on donne des propositions du point de vue de l'entreprise, du point de vue de l'entrepreneur. Vous savez, je ne vois pas pourquoi il n'y a aucune raison de ne pas donner des conseils à qui que ce soit après de recevoir. Nous, on donne des propositions, parmi lesquelles, aujourd'hui, notre pays souffre d'un manque de création d'entreprises. C'est flagrant. Aujourd'hui, on compte 750 000 entreprises. Quand on fait un benchmark au niveau régional, il nous faudrait au moins 2 millions d'entreprises. Pourquoi notre économie ne crée pas assez d'entreprises? Donc la première chose qu'on demande, qu'on martèle depuis des années aujourd'hui, qu'on refait maintenant depuis des mois, c'est l'ouverture de l'ensemble des secteurs à l'investissement privé et surtout libéraliser l'initiative, l'application de l'article 37 de la Constitution. Quand on prend le départ à partir de cette libéralisation des initiatives, c'est permettre à chaque Algérien, investisseur, de pouvoir monter son entreprise. C'est ça le plus important aujourd'hui. Quand on dit libéraliser, ça entraîne aussi autre chose. Quand on parle aujourd'hui de la bureaucratie aujourd'hui mine l'économie algérienne. Quand on dit que moi je pense très sincèrement que la bureaucratie aujourd'hui est plus forte, empêche la mise en œuvre des politiques. D'accord, mais est-ce que... D'accord, toutes ces propositions, vous les avez faites depuis quelques années maintenant, et régulièrement. Mais est-ce que vous avez, encore une fois, le sentiment que les choses sont prises en compte? Oui, sur le foncier. Sur le foncier aujourd'hui. Le foncier, on en parle depuis des années. On avait dit au début du lancement des 49 parcs industriels que l'État devait mettre sur la table, donc pour les investisseurs, que l'État ne serait jamais au rendez-vous en 2016 ni en 2017. Et on a dit à ce moment-là, pourquoi le privé aujourd'hui n'a pas le droit? On a construit 1400 km d'autoroute. Pourquoi le privé n'aura pas le droit aujourd'hui de construire, de manager, de gérer des parcs industriels? On vient d'avoir l'autorisation de le faire. C'est la première fois dans ce pays-là où des privés peuvent s'organiser, créer des entreprises pour monter des pôles industriels. Pourquoi ce n'est que l'exclusivité à l'État? D'ailleurs, même pour la gestion aujourd'hui des zones industrielles, elle n'est pas paritaire parce que c'est un peu sur la table, mais elle est catastrophique. Allez visiter nos zones industrielles. Aujourd'hui, nous avons obtenu la possibilité de développer. Quand on dit aujourd'hui que les systèmes de financement, donc les banques aujourd'hui, ne sont pas adaptés à toutes les tailles d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, 97% des entreprises algériennes sont des TPE. Il y a quelques groupes. Aujourd'hui, les entreprises naissantes, les TIC, on en parlait tout à l'heure,
nos banques, nos systèmes de financement ne sont pas adaptés à ce type de soit entreprises naissantes dans ce secteur-là ou le développement de petites entreprises. On a pris notre responsabilité et nous avons lancé plusieurs fonds, dont un fonds d'investissement d'1 milliard de dinars, mais qui pourra très certainement avoir des effets de levier importants pour les TIC. Nous prenons nos responsabilités sur un certain nombre de problématiques. Quand on dit aujourd'hui, on pose la question de la gouvernance aujourd'hui. La gouvernance aujourd'hui, il y a une problématique de gouvernance économique. Aujourd'hui, il y a un problème de cohésion et de cohérence dans les stratégies économiques qui sont mises en place et nous allons plus loin puisque nous demandons également la mise en place d'une institution de pilotage des réformes économiques. Une dernière question. Voilà des exemples. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement actuel est paré pour mettre en marche cette stratégie? Parce qu'il faut des hommes pour faire ça. Est-ce que ce sont des bons stratèges? Aujourd'hui, nous travaillons avec le gouvernement qui est en place, les hommes qui sont en face de nous. Et ce qui nous importe le plus, c'est la mise en place de ces réformes en cours. Aujourd'hui, il faut bypasser cette bureaucratie, il faut aller plus vite parce que la croissance, le développement, c'est aussi les territoires, c'est aussi les wilayas. C'est pour cela aussi que le FCE est parti vers les territoires. Nous installons des groupes de travail dans toutes les wilayas avec des responsables par wilaya parce que la relation également avec l'administration locale est clé. Ahmed Lateb, où doit se situer le point nodal de la stratégie économique? Où la situez-vous? Je pense que c'est une excellente question. Je pense que sur le diagnostic, nous sommes tous d'accord. Donc on a une crise multiforme, doublée avec une crise bien sûr des recettes. Je crois que l'État ne prend pas assez de temps pour réfléchir à son rôle, je l'ai dit, et surtout nous ne prenons pas assez de temps de regarder comment les autres pays ont en fait passé, ont réussi à faire ce basculement. Je prendrai deux exemples qui nous sont proches, la Chine, puisque nous avons quasiment eu le même modèle économique. La Chine a quasiment connu la famine pour vraiment s'en sortir. Dans les années 80, la Chine a adopté un plan pour se sortir en fait d'une économie administrée, d'une bureaucratie et d'une corruption. En fait, rien qu'à regarder ce qu'a fait la Chine, on pourrait éventuellement s'en inspirer. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un problème de système. Si je ne dis pas ce que je veux faire, ce que l'État fait, ce que les entrepreneurs doivent faire, on ne va pas s'en sortir. Je vais vous donner juste quelques exemples. Tout le monde sait que l'initiative publique, c'est elle qui a permis à la Chine de se redresser. Donc c'est les entrepreneurs. L'État est présent, parce qu'il l'a été historiquement. Et donc pourquoi dans le pays aujourd'hui en Algérie, nous ne faisons pas confiance aux entrepreneurs? Pourquoi il y a encore cette culpabilité ou cette méfiance? C'est-à-dire que nous condamnons les entrepreneurs a priori. C'est-à-dire que nous ne leur faisons pas confiance, alors qu'un entrepreneur, il faut le contrôler a posteriori, il faut le laisser investir, évidemment le contrôler, mais surtout pas le considérer avant même qu'il investisse comme, comme un voleur, pour reprendre une expression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour basculer? Aujourd'hui, je reprends un peu ce que disait mon voisin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a le feu, mais nous ne sentons pas ce plan d'action, nous ne sentons pas cette urgence, nous ne sentons pas cette mobilisation. Et c'est là où est le problème. C'est qu'à partir du moment où on dit que nous sommes en crise et que tout le monde partage le diagnostic, c'est quoi le plan d'action? Aujourd'hui, quand on écoute les déclarations, effectivement, du gouvernement, il dit non, on n'est pas dans une crise si profonde que ça, on va faire un plan de... On ne voit pas ce plan de rupture, on est plutôt dans la continuité. Et j'ajouterais fermer le robinet, comme disait tout à l'heure notre collègue. C'est grave parce que c'est comme un avion qui traverse des turbulences. En fait, vous ne baissez pas la voilure, sinon vous perdez l'équilibre et l'avion tombe. Au contraire, pendant la zone de turbulence, vous n'arrêtez pas d'importer parce que vous allez tuer des secteurs. Je rappelle que nous sommes en crise économique. Si on ferme le robinet d'importation, nous allons tuer l'économie nationale. Nous allons avoir à la crise économique va se rajouter une crise financière, puisque je rappelle, sous le contrôle des experts, qu'il y a quand même une bulle. On a quand même pas mal financé l'économie. Beaucoup d'entreprises sont endettées. Et si demain on rentre une récession, on va avoir une bulle financière qui va se rajouter à la crise économique que nous connaissons. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment que sur cette démarche à suivre, sur ce plan de guerre ou sur ce plan d'action,
il faut qu'on fasse attention parce qu'on n'a pas la fenêtre d'opportunité, ne va pas rester. On a peut-être les réserves qui nous permettent de faire quelques réformes de structure, mais nous n'avons pas une éternité devant nous. Farid Bournani, quel commentaire vous apportez à la vision stratégique que vous auriez voulu voir mise en place rapidement? Alors je voudrais fixer les idées. La surfacturation est le fruit d'un différentiel de change de deux cours de change qui existent sur le marché. Vous supprimez ce différentiel, vous n'avez plus de surfacturation. Les importations occupent des milliers d'emplois. Vous arrêtez le robinet de l'importation et de l'inconfort que vous allez créer pour vos citoyens, mais vous allez également détruire de très nombreux, des centaines de milliers d'emplois. Il ne faut pas l'oublier, parce que tout le but de l'économie, c'est de créer des entreprises et de redistribuer de la valeur, donc d'avoir des salariés. Si vous commencez par casser avant de reconstruire, vous n'y arriverez pas. La troisième chose, la panique qui s'est emparée de l'État aujourd'hui, c'est la baisse de ses recettes. Jusque-là, tant que les recettes venaient, peu importe la source, il n'y avait pas de souci. Dès lors que les recettes ont diminué, il s'est mis dans une situation en disant « mais je ne pourrai plus faire face au train de vie qui était le mien. Et donc, je vais voir où est-ce que je vais pouvoir faire des coupes brutales. » Économiquement, c'est très dangereux. Et puis surtout, il oublie le vrai sujet. C'est comment accroître les exportations. Si on ne s'intéresse pas aux exportations et donc aux exportateurs et aux entreprises à constituer ou qui existent, que je peux transformer en entreprise exportatrice, le ministère du Commerce, son rôle, il est là. Le ministère de l'Industrie, son rôle est là. Le FCE, son rôle est ici de regarder parmi ses membres et de se fixer des objectifs, de sélectionner celles qui seraient, en leur donnant un petit coup de main, de les amener à exporter. Toute l'énergie de l'État doit être ici et non pas regarder où est-ce que je pourrais couper ou économiser de l'importation. C'est un faux débat et on tire à côté. D'accord, alors quelle stratégie plus globale maintenant, au-delà de l'importation? La stratégie, c'est évidemment il faut continuer de créer des entreprises, évidemment il faut continuer de faire grandir celles qui existent, les TPE, les très petites entreprises, il faut les faire grandir chacune dans leur secteur. Est-ce qu'on est gouverné par les gens qu'il faut? Parce que pour avoir une stratégie économique, il faut être issu de ce système, il faut avoir des formations pour ça, il faut avoir une vision pour ça. Vous savez, quand on a eu un itinéraire plutôt... comment peut-on arriver? Est-ce qu'il faut... L'élément humain est important. Vous êtes très sensible à cet élément humain au sein de votre entreprise. Alors justement, vous qui êtes une entreprise remarquable, une entreprise productrice, une entreprise qui exporte, et avec un dirigeant qui ne mâche pas ses mots pour dire les choses, donc bravo. Mais pour autant, alors, vous, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer rapidement? Je vais vous dire un petit peu pour... vous savez, les systèmes de gouvernance ont tous traversé un schéma type, à savoir passer du militaire au politique, à l'économique, au financier dans certains pays. Je parle du pouvoir. Le pouvoir militaire, ensuite le pouvoir politique, ensuite économique. Nous en sommes encore au pouvoir politique. Nous sommes dans un pays où le politique, et je suis complètement d'accord avec vous, dicte les règles à l'économique, alors que nos concurrents dans le monde, c'est l'économique qui, lui, apporte ses propositions, etc. Donc là, je vais vous raconter une petite confidence, une anecdote qui m'est arrivée lors d'un think tank, à l'époque où j'y croyais encore, où je participais, ensuite à force de voir tout jeter à la poubelle, j'ai arrêté. L'un de mes interlocuteurs, qui fait partie, on va dire, du système, à un moment, je me suis énervé, je suis sorti... Un entrepreneur Non, un du public. On va le préserver. Je me suis énervé avec l'un des interlocuteurs parce qu'on était toujours dans la culture du bricolage, alors qu'il faut tout enlever. Vous savez, je crois aux fondations. Il faut que les fondations soient solides. Nous n'avons pas aujourd'hui de fondation, nous n'avons pas d'institution. Nous dépendons des desiderata d'un ministre. Ce n'est pas normal. Le secrétaire général est un poste politique. Le Bouweb, c'est un poste politique. Donc cette personne-là, je me suis énervé pour faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Et donc il m'a rejoint. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et il m'a tué de rire. Il m'a dit, Nabil, tu as raison, mais tu sais c'est quoi le problème? Il m'a dit, il faut tous nous enlever. Je lui ai dit, non, on a besoin de vous, de votre expérience. Il m'a dit, non, Nabil, il m'a dit, tu vois, moi je suis ouvert. Il m'a dit, mais moi, j'ai été tellement pollué par un mode de fonctionnement que parfois, j'aurai toujours de mauvais réflexes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, honnêtement,
La stratégie, le foncier, tout ça, ce ne sont que des... Excusez-moi, mais vous vous êtes disputé avec lui alors qu'il dit des choses exactes? Non, c'est pas avec lui que je me suis disputé. Avec quelqu'un d'autre, lui, il m'a rejoint. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je reste persuadé de ça. Je vais le dire parce que, comme vous l'avez dit, je dis toujours ce que je pense. Mais aujourd'hui, le problème, il est politique. Le problème aujourd'hui est politique. Où est cette opposition? On a une Assemblée nationale qui vote toutes les lois. Ils ont dit voter la lettre de crédit. Un ministre aujourd'hui dit c'est un crime économique. À l'époque, l'Assemblée nationale, elle a levé son bras pour dire oui pour la lettre de crédit. Et ainsi de suite. On a changé de stratégie 5 ou 6 fois. Au début, c'était tout IDE. Ensuite, ils sont passés au tout public. Ensuite, ils sont revenus, allez, on va faire les deux. Ça veut dire que chronique d'un échec annoncé. Aujourd'hui, il est impératif qu'on s'arrête, qu'on construise nos fondations. Et l'un des fondements de ces fondations-là devrait être le doute. Le doute est le sel de l'esprit. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Alain, je vais pas m'attribuer ça. Je souris parce qu'à chacun de vos débats, vous avez vos proverbes et vos citations, qu'elles soient chinoises. Je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. Parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont pensé à beaucoup de choses, et parce que je pense qu'à plusieurs, on est toujours plus intelligent. Aujourd'hui, en face de nous, nous avons des interlocuteurs où il faut absolument dire vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes intelligent. À un moment, c'est épuisant. À l'époque, j'ai participé à une émission de télé avec un administrateur public. Avant l'émission, il m'aimait bien. Il y en a plein qui m'aiment bien. Je parle de ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, un peu moins. Avant de commencer l'émission, il est venu chez moi, il m'a dit Nabil, ne parle pas de la lettre de crédit. Ne parle pas. Parce qu'à l'époque, je n'arrêtais pas de dire c'est un crime. Aujourd'hui, on se réveille, on dit c'est un crime économique. Petite question. Tous les ministres qui se sont succédés dans ce pays nous ont dit nous sommes là pour appliquer le programme du président de la République. La lettre de crédit a été appliquée par un ministre du gouvernement. J'adore les mathématiques, il y a une règle qui s'appelle la transitivité. À partir du moment où on dit que cette règle est un crime économique, je vous laisse utiliser la règle de la transitivité par rapport à ça. C'est pour ça que, tant qu'il n'y aura pas eu une réforme politique où on acceptera la divergence, on acceptera l'opposition, on acceptera le débat, nous pourrons élaborer toutes les stratégies. Parce que monsieur a raison, hein, coupable jusqu'à preuve du contraire. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Tous les textes vont sur le contrôle a priori. Vous savez, un escroc, si vous lui demandez de ramener des documents qui prouvent qu'il est le petit-fils, je ne sais pas moi, de l'émir Abdelkader, ou il va vous ramener ce que vous voulez. Les contrôles sur le terrain, 0. On a même voulu à un moment harmoniser l'IBS juste parce que les impôts n'avaient pas les moyens de gérer Mais l'État fort, comme vous l'avez dit, qui doit être fort et régulateur, doit se donner les moyens de mettre en place sa stratégie. Aujourd'hui, revenons aux fondations et disons-nous que le problème, il est beaucoup plus politique qu'autre chose. Alors, plus politique ou pas, monsieur Abdesmed? Aujourd'hui, nous sommes une organisation patronale. Nous avons besoin des politiques, parce que c'est les politiques parce que ça va revenir au rôle de l'État, c'est les politiques qui vont mettre sur la table des lois. Mais vous faites la politique. Un parlement qui va les voter et par la suite revenir à cet État qui doit garantir l'application de ces lois d'une manière juste pour tous les acteurs. C'est ça, assurer la compétition saine entre tous les acteurs. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe de rôle. Chacun doit assumer son rôle, ses responsabilités. De notre point de vue, et comme disait notre ami, quand on est plusieurs, on est plus intelligent, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on a mis sur la table, ce qu'on a proposé, notre plaidoyer de mesures urgentes pour le gouvernement a été fait par plus de 200 chefs d'entreprise, 25 secteurs. Il n'y a pas un secteur sur lequel nous n'avons pas fait des propositions. Il y a certains secteurs qui commencent à bouger. On a des retours, je vous en ai cité quelques-uns. Mais également au niveau des TIC, où on dit aujourd'hui, voilà un secteur qui est transverse, qui peut être un vrai booster, qui peut nous faire bypasser cette bureaucratie et qui n'est pas utilisée. On est capable aujourd'hui, on doit créer des entreprises. Il y a des jeunes qui sont... On a la chance d'avoir aussi de la ressource dans tout ce qui est économie numérique et TIC. Et voilà un secteur qui est fermé parce qu'on n'a pas voulu mettre plus de compétition et d'ouverture dans ce secteur. On demande à ce que la loi soit appliquée. Et nous voyons depuis aujourd'hui quelques mois une ouverture sur ce secteur-là.
Ça veut dire, si ça ne marche pas, il faut continuer à se battre. Et on va continuer à se battre parce que nous sommes, au niveau du Forum des chefs d'entreprise, responsables, déterminés pour faire avancer nos entreprises et notre économie. Très bien. C'est donc sur ces mots que prend fin ce débat, en espérant bien entendu qu'au-delà des mots, chacun à son niveau prenne les bonnes mesures de la situation pour que les actions, quelles qu'elles soient, se fassent dans la clarté et la sérénité. À la semaine prochaine.